Il y a une règle en mathématiques qui est si simple que vous penseriez qu'elle doit évidemment être vraie. Mais si vous l'acceptez, vous constaterez qu'il y a maintenant des segments de lignes qui n'ont aucune longueur. Une sphère, sans rien y ajouter, peut être transformée en deux sphères identiques. Plus de 100 ans de mathématiques ont été fondés sur cet axiome. Cela semble intuitif et ça fonctionne, mais cela crée aussi des paradoxes ridicules. Alors, est-ce correct? Tout commence avec la question du choix. Essaye ça. Choisissez un numéro. Je peux simplement choisir au hasard un numéro dans ma tête, comme 37 ou 42, mais c'est le cerveau humain qui travaille, pas un processus mathématique. En mathématiques, vous ne pouvez pas vraiment choisir des choses au hasard car les formules donnent toujours le même résultat. Les ordinateurs n'ont donc pas de réel générateur de nombres aléatoires. Au lieu de cela, ils exécutent généralement un algorithme sur votre heure locale pour générer des nombres qui semblent aléatoires. Alors, si nous ne pouvons pas choisir au hasard, comment sélectionnons-nous quelque chose en mathématiques? Eh bien, la seule façon est de suivre une sorte de règle. Une règle pourrait donc être de toujours choisir la plus petite option. Par exemple, si nous regardons les entiers positifs, le plus petit est 1. Pour les nombres premiers, ce serait 2. D'accord, mais qu'en est-il des nombres réels? C'est n'importe quel nombre, positif, négatif, entier, fraction, même irrationnel comme pi ou la racine carrée de 2. Maintenant, essayez de choisir le plus petit. C'est impossible. Les nombres réels s'étendent vers l'infini négatif. Même si nous essayons de corriger notre règle en la rendant super spécifique, comme choisir le plus petit nombre après 1, nous restons coincés. Il y a 1,01, puis 1,0001, puis 1,000001, et ainsi de suite. Alors, vraiment, quel nombre vient après 1? Si nous ne pouvons pas commencer à spécifier l'ordre des nombres réels, suivant et précédent, premier et dernier, nous sommes coincés. La partie absurde, c'est que nous savons que nous avons des options infinies, mais malgré cela, nous ne parvenons pas à choisir simplement une. La quête pour résoudre cela a débuté avec un homme en 1870. Il a entrepris la tâche de mettre les nombres réels dans un ordre définitif, même si cela devait lui coûter la vie. Et cela a failli le faire. Georg Cantor était un mathématicien allemand talentueux qui s'est retrouvé au centre d'une tempête après avoir publié l'un de ses tout premiers articles à l'âge de 29 ans. Pendant des siècles, notre compréhension de l'infini a été fortement influencée par le livre de Galilée de 1638. Il a soulevé une question clé. Y a-t-il plus de nombres naturels ou y a-t-il plus de nombres carrés? Juste en les regardant, les nombres carrés sont plus espacés et ils deviennent seulement plus rares plus vous montez. Il semblerait donc qu'il y ait moins de carrés que de nombres naturels. Mais Galilée a réalisé qu'il pouvait tracer une ligne associant chaque nombre naturel à son propre carré. Et comme il pouvait faire cette correspondance 1 à 1, il savait alors que les deux ensembles devaient être exactement de la même taille. Il y a donc en réalité autant de nombres carrés qu'il y a de nombres naturels. De ce résultat contre-intuitif, Galilée a conclu que des expressions comme « plus que » ou « moins que » ne s'appliquent pas à l'infini de la manière dont nous les utilisons normalement. Tout cela n'est qu'un grand concept d'éternité. Cette vision de l'infini a prévalu pendant des siècles et est encore partagée par beaucoup aujourd'hui. Mais 200 ans plus tard, Cantor n'était pas satisfait. En 1874, il se demanda « Que se passerait-il s'il existait deux ensembles infinis qui ne correspondaient pas parfaitement l'un à l'autre? Seraient-ils des infinis différents? Il a donc entrepris de comparer les nombres naturels et les nombres réels entre 0 et 1. Cantor a commencé par supposer qu'il pouvait parfaitement faire correspondre ces ensembles l'un à l'autre, 1 à 1. Il a donc imaginé écrire une liste infinie avec un nombre naturel d'un côté et un nombre réel entre 0 et 1 de l'autre. Comme il n'y a pas de plus petits nombres réels, il les écrirait simplement dans n'importe quel ordre. Supposant qu'il a maintenant une liste infinie complète, Cantor écrit un autre nombre réel. Et pour le faire, il prend le premier chiffre du premier nombre et ajoute 1. Puis le deuxième chiffre du deuxième nombre, et encore une fois, il ajoute 1. Il continue ainsi tout au long de la liste. Si le chiffre est un 8 ou un 9, il soustrait 1 au lieu d'ajouter.
afin d'éviter les doublons. À la fin de ce processus, il a écrit un nombre réel entre 0 et 1, mais ce nombre n'apparaît nulle part dans sa liste. Il est différent du premier nombre à la première décimale, différent du deuxième nombre à la deuxième décimale, et ainsi de suite tout au long de la ligne. Il doit être différent de chaque nombre sur la liste d'au moins un chiffre, le chiffre sur la diagonale. C'est pourquoi on appelle cela la preuve de diagonalisation de Cantor. Et cela montre qu'il doit y avoir plus de nombres réels entre 0 et 1 qu'il n'y a de nombres naturels s'étendant jusqu'à l'infini. Cantor avait révélé une chose remarquable. L'infini n'est pas une notion unique. Certains ensembles infinis, comme celui des carrés, des entiers ou des rationnels, peuvent être mis en bijection avec les nombres naturels. Vous pouvez littéralement les compter. Cantor a appelé les nombres 1, 2, 3 et ainsi de suite, des infinis dénombrables. Certains infinis sont plus grands que d'autres. Cantor les a appelés indénombrables. Ces infinis, comme l'ensemble de tous les nombres réels et des nombres complexes, ne peuvent pas être mis en correspondance 1 à 1 avec les nombres naturels. Les découvertes de Cantor ont ébranlé le monde des mathématiques. Après tout, comment quelque chose qui continue indéfiniment peut-il être plus grand que quelque chose d'autre qui continue indéfiniment? Son travail a été qualifié d'horreur et de fléau, mais Cantor n'a pas été découragé. Son succès n'a fait que l'inciter à poursuivre son objectif encore plus grand, à montrer que même les ensembles infinis non dénombrables pouvaient être placés dans un ordre définitif, ce que Cantor appelait un bon ordre. Pour qu'un ensemble soit bien ordonné, il a exigé 2 conditions. D'abord, l'ensemble doit avoir un point de départ précis. Et deuxièmement, chaque sous-ensemble, une collection d'éléments de cet ensemble, doit également avoir un point de départ clair. Donc, les nombres naturels sont bien ordonnés. Il y a un point de départ, 1, et tout sous-ensemble, disons 6, 7, 8, a également un point de départ clair, dans ce cas 6. Vous savez toujours quel nombre vient avant et quel vient après. Mais qu'en est-il des entiers? Les entiers s'étendent à l'infini dans les 2 directions, positives et négatives. Cantor a réalisé qu'il pouvait simplement choisir 0 comme point de départ. Et à partir de là, son classement était 1, moins 1, 2, moins 2, classant les entiers par leur valeur absolue, leur distance par rapport à 0. Peu importe si vous mettez les positifs en premier ou les négatifs en premier tant que vous êtes cohérent. Les ordonner de cette manière est en fait ce qui nous permet de faire correspondre les entiers aux nombres naturels et de voir que les 2 ensembles ont la même taille. Mais il existe d'autres manières de bien ordonner les entiers. Nous pourrions commencer par 0, puis avoir 1, 2, 3 jusqu'à l'infini positif, puis moins 1, moins 2, moins 3 jusqu'à l'infini négatif. Ce n'est pas ainsi que nous avons l'habitude de compter, mais ces 2 options correspondent à la définition d'un bon ordre. Il y a un point de départ clair, 0, et tous leurs sous-ensembles ont également un point de départ définitif. Cantor avait réussi à bien ordonner un ensemble qui était infini dans les 2 directions, mais il n'était que dénombrablement infini. Dans son prochain livre, il a publié son théorème de bon ordre. Il affirmait que chaque ensemble, même ceux infiniment indénombrables comme les nombres réels, pouvait être bien ordonné. Le problème était qu'il ne l'avait pas réellement prouvé, parce qu'il ne le pouvait pas. Toutes les méthodes qu'il a essayées ont échoué. Mais il y avait une grande raison pour laquelle Cantor était si confiant dans son théorème. Cantor était un luthérien dévoué et il croyait que Dieu parlait à travers lui. Il a dit « Ma théorie est aussi solide qu'un rocher. Chaque flèche dirigée contre elle reviendra rapidement à son archer. » Comment est-ce que je sais ça? Parce que je l'ai étudié sous tous les angles pendant de nombreuses années et surtout parce que j'ai suivi ses racines, pour ainsi dire, jusqu'à la première cause infaillible de toute chose créée. Croyance mise à part, le théorème du bon ordre était une affirmation audacieuse à faire sans aucune preuve mathématique. Et donc, pour la 2e fois, la communauté mathématique a attaqué et exclu Cantor. À la tête de cette opposition se trouvait Leopold Kronecker, directeur des mathématiques à l'Université de Berlin. Kronecker a complètement rejeté le travail de Cantor, le qualifiant de charlatan scientifique et de corrupteur de la jeunesse. Et Kronecker était autrefois le professeur de Cantor. Cantor rêvait de le rejoindre à l'Université de Berlin, mais toutes ses demandes ont été mystérieusement refusées. Alors Cantor a pris le rejet personnellement
En 1884, il a écrit 52 lettres à un ami, et chacune d'elles déplorait Kronecker. Peu après, Cantor a subi le premier de ses nombreux effondrements nerveux. Il a été admis dans un sanatorium pour sa convalescence. La seule façon qu'il avait de prouver que tout le monde avait tort était d'ordonner correctement les nombres réels, mais il ne pouvait pas trouver un point de départ. Une fois Cantor libéré du sanatorium, il s'éloigna des mathématiques en tant qu'homme marqué, et au cours des 15 années suivantes, il enseigna la philosophie et toucha rarement à ses anciennes passions. Peut-être que son plus grand défi est survenu lors du Congrès international des mathématiciens de 1904. Là, Julius König, un professeur respecté de Budapest, a annoncé qu'il avait la preuve que le théorème de bien ordonné de Cantor était faux. Dans le public se trouvaient non seulement Cantor, mais aussi sa femme, 2 de ses filles et ses collègues. Il s'est senti totalement humilié. Mais il y avait aussi un autre participant, Ernst Zermelo. Zermelo était un mathématicien allemand qui avait récemment développé un vif intérêt pour le travail de Cantor, et alors qu'il écoutait la présentation de König, quelque chose semblait étrange. En moins d'un jour, Zermelo avait cerné le problème. La preuve de König renfermait une contradiction flagrante. Et en moins d'un mois, Zermelo a publié un article de 3 pages intitulé « Preuve que chaque ensemble peut être bien ordonné ». Et c'était sans faille. La percée de Zermelo est survenue lorsqu'il a découvert un élément profond dans le travail de Cantor. Un mécanisme que Cantor utilise inconsciemment et instinctivement partout, mais ne formule explicitement nulle part. Tout au long, Cantor avait supposé qu'il pouvait faire une infinité de choix simultanés à partir de n'importe quel ensemble, même infiniment dénombrable comme les réels. Mais c'était juste une supposition. Nulle part dans le manuel de mathématiques, cela n'était explicitement autorisé. Les mathématiques reposent sur des règles appelées axiomes. Ce sont des déclarations simples acceptées comme vraies sans preuve. Zermelo a réalisé que l'hypothèse de Cantor devait être formalisée en quelque chose qui tient dans un système de preuves. Un nouvel axiome qui dit que faire tous ces choix était possible. Il avait besoin de l'axiome du choix. L'axiome du choix stipule que pour une infinité d'ensembles non vides, il existe une méthode permettant de sélectionner un élément dans chacun d'eux. Pour les ensembles finis, cela semble évident. Il suffit de passer d'un ensemble à l'autre et de choisir. Même pour les ensembles infinis, c'est facile avec une règle claire. Choisissez toujours ce qui est le plus petit. Mais parfois, il n'y a pas de règle naturelle. Dans ces cas, lorsque vous choisissez parmi une infinité d'ensembles, y compris ceux qui sont indénombrables, vous avez besoin de l'axiome du choix. Nous ne pouvons pas dire comment nous choisissons, mais l'axiome fait tous ces choix en même temps. L'axiome ne vous permet pas de dire quel élément vous avez choisi, seulement qu'une infinité de choix sont possibles. Alors, comment ce nouvel axiome nous permet-il de bien ordonner les nombres réels? Zermelo utilise l'axiome du choix pour choisir un nombre dans l'ensemble de tous les nombres réels. Il place ce nombre, appelons-le xon, dans un nouvel ensemble R. L'axiome lui permet ensuite de choisir un autre nombre dans le sous-ensemble de tous les réels moins celui qui a été retiré. D'où il appelle ce nombre x2 et le place comme le prochain nombre dans son ensemble. Il continue ainsi, prenant le nombre choisi et le plaçant ensuite x3, x4, x5. Maintenant, on a l'impression qu'il choisit ces nombres un par un, mais en réalité, les choix sont faits à partir de tous les sous-ensembles possibles en même temps. Comme Zermelo indexe chaque nombre avec les nombres naturels, au début, on pourrait penser qu'il rencontrerait un problème, car les nombres naturels sont seulement dénombrables à l'infini, alors qu'il y a beaucoup plus de réels, donc ils devraient finir par manquer d'étiquettes. Mais nous pouvons compter au-delà de l'infini. Nous l'avons fait plutôt en comptant au-delà de l'infini positif pour arriver à -1, -2, etc. Nous avons donc besoin d'un nouvel ensemble de nombres dépassant les naturels. Nommons le prochain nombre oméga, puis oméga plus 1, oméga plus 2, etc. Ces nombres oméga ne sont pas plus grands que l'infini. Ils viennent simplement après l'infini. Ils ne nous disent pas combien de choses il y a, mais ils nous indiquent leur ordre. Donc le prochain nombre que nous tirons, nous l'appellerons x oméga, puis x oméga plus 1, x oméga plus 2, et ainsi de suite. Cela continuera jusqu'à ce que nous égalions la taille des nombres réels et que notre ensemble initial soit vide. Maintenant, chaque nombre réel est dans notre nouvel ensemble.
Il y a un premier nombre, x1, et chaque sous-ensemble a également un premier nombre. Et comme ça, nous avons réussi à bien ordonner les nombres réels. Cet ordre ne ressemble en rien à notre ordre familier. 1 milliard pourrait venir avant 0,2. Mais avec ce processus, nous pouvons prouver qu'un bon ordre existe. De plus, nous avons désormais une méthode pour résoudre mathématiquement notre problème de choix. Nous ne pouvons pas choisir le plus petit nombre réel, mais nous pouvons maintenant choisir le premier, notre point de départ. Cela signifie que tous les ensembles peuvent être bien ordonnés, peu importe la taille de l'infini considéré. Ainsi, le théorème de bon ordre de Cantor et l'axiome du choix de Zermelo sont équivalents. Cantor était si soulagé. Zermelo avait prouvé le théorème de bon ordre et avait bien ordonné les nombres réels en moins d'un mois. Zermelo a transformé en axiome formel un concept sur lequel les mathématiciens s'appuyaient inconsciemment depuis des décennies. Il a montré que comprendre les mathématiques ne concerne pas seulement les nombres, mais aussi la logique qui les accompagne. L'axiome du choix peut avoir été une nouvelle idée, mais son utilisation était tout sauf cela. Zermelo a examiné des dizaines de documents d'autres mathématiciens et a réalisé qu'ils utilisaient également l'axiome tout le temps, même ceux qui avaient critiqué le travail de Cantor. Cela montre à quel point il est contre-intuitif qu'il s'agisse d'un axiome. Les gens l'ont utilisé pendant une décennie sans le savoir. Mais cela semble presque trop évident. La preuve de Zermelo n'a pas réellement construit un bon ordre, elle a juste dit qu'il doit en exister un. Mais peut-il exister quelque chose que nous ne pouvons pas réellement construire? Sa preuve a également utilisé un nombre incalculable d'étapes. Est-ce autorisé? Des mathématiciens affirment que les preuves doivent être finies. D'autres ont accepté l'infini, mais seulement du genre dénombrable. Et ensuite, les choses ont empiré. Lorsque les mathématiciens jouaient avec l'axiome du choix, cela a créé des résultats perturbants. L'un des premiers est devenu de Giuseppe Vitali en 1905. Vitali a utilisé l'axiome du choix pour construire un ensemble de nombres qui a bouleversé notre idée de ce que signifie avoir une longueur. Ce que Vitali fait, c'est qu'il prend chaque nombre réel entre 0 et 1 et l'assigne à l'un d'un nombre infini de bacs. Appelons ces bacs des groupes. Nous voulons que chaque nombre réel se retrouve exactement dans un de nos bacs infinis. Alors, comment fait-il? Eh bien, disons que nous avons deux nombres x et y. Si leur différence x moins y est égale à un nombre rationnel, c'est-à-dire un entier divisé par un autre entier, alors x et y iront dans le même bac. Mais si nous avons deux autres nombres, disons p et q, et que leur différence n'est pas rationnelle, donc c'est une différence irrationnelle, alors ces deux nombres iront dans des bacs séparés. Alors faisons quelques exemples. Si nous prenons 3/4 moins 1/2, nous obtenons 1/4, donc à la fois 3/4, et 1/2 iront dans le même bac. En fait, vous pouvez voir que tous les nombres rationnels de cet intervalle, de 0 à 1, finiront tous dans le même groupe. Maintenant, s'il s'agit de nombres irrationnels, il n'est pas toujours clair s'ils iront dans le même bac ou non. Par exemple, si nous avons le nombre racine de 2 sur 2 moins racine de 2 sur 2 moins 1/4, cela a une différence rationnelle, même si chacun de ces nombres est irrationnel. Donc, ces deux nombres iront dans le même groupe. Mais si nous avons des nombres irrationnels, racine de 2 sur 2 moins racine de 2 sur 3, cela donne une différence irrationnelle. Donc, racine de 2 sur 3 devra aller dans un bac différent et il sera rejoint par tous les nombres avec lesquels il a une différence rationnelle. De cette façon, vous pouvez attribuer chaque nombre réel à exactement l'un de ces bacs. Ensuite, Vitali a utilisé l'axiome du choix pour atteindre chaque groupe et sélectionner exactement un nombre qui serait un représentant du groupe. Nous pourrions donc retirer 3/4 du groupe rationnel, racine de 2 sur 2 de ce groupe, racine de 2 sur 3 de ce groupe, et ainsi de suite. Bien sûr, parce que nous utilisons l'axiome du choix, vous ne savez pas réellement quel est ce nombre représentatif, juste que vous en avez un. Et nous pourrions donc l'écrire comme ceci. Nous avons ces représentants de chaque groupe et ensemble, ils forment l'ensemble de Vitali.
Vous pouvez visualiser cet ensemble comme une collection de points entre 0 et 1. Ensuite, Vitaly fait des copies infinies de son ensemble. Il décale chacun par un nombre rationnel différent entre -1 et +1. Donc, si vous pensez à ce que cela fait, cela va déplacer chaque nombre représentatif pour être à la position de chaque autre nombre dans son groupe. Si nous avions juste le nombre rationnel que nous avons choisi comme représentant du groupe rationnel, maintenant nous allons le décaler par tous les nombres rationnels possibles entre -1 et +1. Donc, il va finir à chaque autre position occupée par les autres membres de son groupe, au moins sur l'intervalle entre 0 et 1. Donc, si vous imaginez maintenant fusionner tous ces ensembles infinis ensemble, il n'y aura aucun chevauchement entre les points. Et deuxièmement, nous allons avoir tous les nombres réels entre 0 et 1, parce que sur cet intervalle, nous avons chaque membre de chaque groupe. Alors maintenant, la question est, quelle est la taille de l'ensemble de Vitaly? Nous savons que l'union de ces ensembles doit être supérieure ou égale à 1, car nous avons tous les nombres réels entre 0 et 1. Mais ces points s'étendent seulement jusqu'à -1 ou +2. Donc le total doit être inférieur ou égal à 3. C'est ici que le problème se pose, car quel nombre, en tant que taille de l'ensemble de Vitaly, pourriez-vous ajouter à lui-même un nombre infini de fois et finir quand même avec une valeur entre 1 et 3? Il n'y a pas de nombre comme ça. Si la taille de l'ensemble en italique était 0 et que vous l'ajoutiez un nombre infini de fois, vous obtiendrez toujours 0. Si la taille de l'ensemble de Vitaly est une petite valeur positive et que vous l'ajoutiez un nombre infini de fois, vous obtiendrez l'infini, pas 3. Nous avons donc une contradiction. Et la seule issue est si l'ensemble de Vitaly lui-même est incommensurable, ce qui semble fou. Les ensembles non mesurables, tels que l'ensemble de Vitaly, n'ont pas de définition cohérente de taille, longueur, surface ou probabilité. Mais les mathématiques sont basées sur l'idée que tout peut être quantifié, que ce soit la distance, le temps ou le poids. Sauf que maintenant, il y a des ensembles non mesurables et il semble que l'axiome du choix soit à blâmer. Ce n'était que le début du tumulte causé par l'axiome. En 1924, deux mathématiciens, Stefan Banach et Alfred Tarski, l'ont utilisé pour montrer quelque chose qui ressemble à un tour de magie. Ils ont prouvé que l'on pouvait prendre une seule sphère solide et la diviser en seulement 5 morceaux. Et ensuite, en faisant pivoter et en déplaçant soigneusement ces morceaux, on pouvait les réassembler en 2 sphères, chacune identique à celle avec laquelle nous avons commencé. Et vous pourriez continuer jusqu'à ce que finalement vous ayez un nombre infini de sphères. L'infini à partir de l'unité. Cela semble absurde, mais nous pouvons réellement voir comment cela fonctionne en construisant un graphique. Imaginez que vous pouvez vous déplacer dans 4 directions, haut, bas, gauche et droite. Après avoir fait un pas, disons à gauche, vous avez les mêmes 4 choix, haut, bas, gauche et droite. Mais si vous allez à droite, vous reviendrez à votre point de départ. Donc la seule règle que nous allons avoir est que vous ne pouvez pas immédiatement inverser un mouvement et nous allons répéter cela à chaque étape en dessinant chaque nouvelle ligne à moitié de la taille de la précédente, afin que tout tienne sur l'écran. En poursuivant, nous obtiendrons un graphe avec une infinité de branches. En regardant notre graphique, nous pouvons le diviser en 5 sections. Il y a la section du milieu où nous avons commencé, et puis il y a 4 autres sections qui sont toutes identiques, simplement tournées. Si nous prenons cette section à gauche et déplaçons tout d'un pas vers la droite, la partie supérieure se retrouve ici, l'inférieure ici, et la plus à gauche ici. Nous avons presque recréé l'ensemble du graphique. La seule chose qui nous manque est cette section, alors ajoutons-la. Mais nous aurions pu procéder différemment, en déplaçant la section inférieure d'un cran vers le haut. Désormais, l'extrême gauche se situe ici, l'extrême droite là, et le bas à cet endroit. Encore une fois, il nous manque juste une section, alors ajoutons-la. Mais cela signifie que je peux recréer le graphique original entier de 2 manières complètement différentes. Nous avons pris un graphique, l'avons divisé en sections, déplacé les sections de sorte que la section de gauche aille à droite et la section du bas en haut, et avons fini par obtenir 2 copies identiques. C'est exactement ce que Banach et Tarski ont fait, mais avec une sphère. Notre graphique comporte toujours 4 mouvements. Nous pouvons faire tourner la sphère vers le haut, vers le bas, à gauche ou à droite. Une fois de plus, notre unique règle est de ne pas inverser directement un mouvement.
Et pour nous assurer que nous ne revenons jamais au même point, chaque rotation sera de la même portion irrationnelle d'un cercle. On peut choisir un point de départ au hasard, le marquer et faire tourner la sphère. Chaque point est coloré en fonction de la direction de rotation utilisée pour y arriver. Si nous faisons cela un nombre infini de fois, nous obtenons cette collection de points. C'est une collection infinie dénombrable, car nous pourrions lister chaque rotation et lui attribuer un nombre naturel. Mais la surface d'une sphère a un nombre infini indénombrable de points, tout comme la ligne des nombres réels. Donc, si nous voulons couvrir toute la surface, nous devrions répéter ce processus. Mais où commençons-nous ensuite? Comme il y a un nombre infini non dénombrable de points de départ possibles, nous ne pouvons pas tous les énumérer et nous voulons être sûrs d'éviter tous les points que nous avons déjà colorés. La solution est donc d'utiliser l'axiome du choix. Avec cela, nous pouvons continuer à choisir des points de départ uniques, même si nous ne pouvons pas dire exactement comment nous les choisissons. Après avoir coloré chaque point sur la sphère, on peut les diviser en 5 groupes. Un pour les points de départ et 4 autres basés sur la rotation finale utilisée pour arriver à ces points. Ces groupes peuvent maintenant être traités comme les sections de notre graphique. Nous pouvons prendre le groupe de points se terminant par une rotation à gauche et le faire tourner à droite. Ensuite, nous ajoutons le groupe qui se termine par une rotation à droite et comme ça, nous avons recréé notre sphère originale. Nous pouvons le refaire en ajoutant un mouvement pour considérer les points de départ. Nous pouvons aussi prendre le groupe terminant par une rotation vers le bas et le faire tourner vers le haut. Puis, on ajoute le groupe finissant par une rotation vers le haut et nos points de départ. Et maintenant, nous avons recréé notre sphère originale une deuxième fois. C'est une simplification excessive, mais cela donne l'essence de la méthode utilisée. D'une sphère, nous avons créé 2 sphères identiques du même volume. Rien ne nous empêche de recommencer. 2 sphères peuvent devenir 4, puis 8. Et rapidement, vous avez une infinité de sphères. L'axiome du choix est une affirmation qui semble tellement évidente, et ses conséquences paraissent si absurdes qu'on se demande ce qui se passe réellement. Cette duplication infinie est théoriquement possible, mais le hic est que les groupes dans lesquels nous divisons la sphère ne sont pas des formes simples. Ils sont en fait pas mesurables, tout comme l'ensemble de Vitali. Bien que la sphère originale est un volume et que les sphères dupliquées aient un volume, l'étape intermédiaire viole notre compréhension de la taille. C'est ce qui permet au paradoxe de se produire. Bien sûr, ces découpes ne sont pas physiquement plausibles, mais il y a une question plus métaphysique. Cela devrait-il même être possible, même de manière lointaine, si nous pouvions effectuer de telles découpes? Et la réponse pour presque tous les humains que je connais est absolument non. La vérité est, personne ne savait ce qui se passait. Cette même année, Tarski a tenté de pousser l'axiome du choix plus loin, prouvant qu'il est équivalent à l'affirmation que le carré de tout ensemble infini ne ferait pas augmenter sa taille. Lorsque Tarski a d'abord soumis ce travail à une revue à Paris, l'éditeur, Lebesgue, a répondu de manière dédaigneuse. Personne n'est intéressé par l'équivalence entre 2 fausses déclarations. Ne se laissant pas décourager, Tarski l'a envoyé à un autre éditeur du même journal, Fréchette. Sa réponse? Personne n'est intéressé par l'équivalence de 2 déclarations manifestement vraies. Tarski n'a jamais soumis d'autres articles là-bas. Ainsi, les mathématiques ont été en crise pendant plus de 30 ans, les gens ne sachant pas quoi croire. La question est, attendez une seconde, est-ce vraiment un axiome ou est-ce quelque chose que vous pouvez prouver? En 1938, nous avons enfin commencé à obtenir des réponses. Le mathématicien autrichien Kurt Gödel a prouvé qu'il existe un monde où tous les autres axiomes déjà acceptés de la théorie des ensembles sont vrais et l'axiome du choix l'est aussi. Puis, en 1963, Paul Cohen a prouvé qu'il existe également un monde où tous les axiomes de la théorie des ensembles sont vrais, à l'exception de l'axiome du choix. C'est un peu comme le postulat des parallèles en géométrie. Vous pouvez considérer la géométrie comme un jeu. Les 4 premiers postulats, ou axiomes, sont comme les règles minimales requises pour jouer à ce jeu. Et puis le 5e axiome sélectionne l'univers dans lequel vous voulez jouer. Si vous choisissez que le 5e axiome ne s'applique pas, donc qu'il n'y a pas de ligne parallèle, alors vous jouez en géométrie sphérique. En choisissant une ligne parallèle, vous évoluez en géométrie plane. Et si vous choisissez plus d'une ligne parallèle, alors vous jouez en géométrie hyperbolique. Toutes ces géométries sont valides, cela dépend des mathématiques que vous voulez faire.
Et c'est la même chose pour l'axiome du choix. L'axiome du choix ne peut ni être prouvé ni réfuté à partir des autres axiomes. Donc, tant que les autres axiomes sont cohérents, l'ajout du choix ne conduira à aucune contradiction. Paul Cohen a reçu la médaille Fields 3 ans après pour son résultat révolutionnaire et ses autres travaux en théorie des ensembles. Après les travaux de Gödel et Cohen, la plupart des débats sur l'axiome du choix se sont calmés. En fin de compte, ce qui se passe, c'est qu'il vous appartient de choisir si vous voulez que l'axiome du choix fasse partie de votre système ou non, et d'affronter les conséquences de l'avoir ou de ne pas l'avoir. Malgré les résultats contre-intuitifs créés par l'axiome du choix, comme les ensembles non mesurables et la duplication infinie, il est incroyablement utile. Le choix permet aux mathématiciens de remplacer les preuves explicites longues par des arguments plus concis. En prouvant des énoncés dans le cas fini, de nombreuses preuves peuvent être étendues à n'importe quelle case infinie en une seule ligne. Cela réduit les preuves qui auraient pu faire 20 pages à seulement une demi-page. Et l'axiome du choix ne facilite pas seulement les mathématiques, il est essentiel à certaines preuves. Il existe de nombreux théorèmes pour lesquels le cas général ne peut pas être prouvé sans utiliser l'axiome du choix à un moment donné. Certains mathématiciens privilégient encore les preuves déterministes. Bien que plus complexe, une preuve détaillée permet de généraliser à une infinité de cas et apporte des informations supplémentaires malgré les étapes nécessaires. Certains mathématiciens passent leur temps à étudier des univers sans l'axiome du choix pour comprendre ce qui se passe lorsque nous le supprimons. Mais aujourd'hui, l'axiome du choix est presque universellement accepté. Depuis plus de 80 ans, des générations de mathématiciens ont été enseignés en considérant l'axiome du choix comme acquis, au point que beaucoup de ceux qui l'utilisent pourraient ne même pas réaliser quand ils le font. Sans l'axiome du choix, c'est comme travailler avec les mains liées dans le dos. Il est très difficile de faire des progrès en mathématiques modernes. La question n'a donc jamais vraiment été de savoir si l'axiome du choix est correct, mais plutôt si l'axiome du choix est approprié pour ce que vous voulez faire.